Lorsque les personnes ne vont pas bien récupérer de leur nuit, ils vont avoir des récepteurs de dopamine plus bas, où le cortisol va être plus élevé. L'hormone de la faim, la satiété, la leptine et la gréline vont être aussi déréglées. Donc toutes ces personnes qui chroniquement vont se retrouver à ne pas bien dormir, elles vont avoir des conséquences, que ce soit sur le court, le moyen et le long terme. Je pense que tout se processise dans la vie. Que toutes les personnes, si elles le veulent vraiment, peuvent systématiser leur quotidien. C'est juste que ça demande énormément d'efforts, qu'énormément de la population est feignante. Le sommeil, quand il est altéré, on va avoir une inhibition du cortex préfrontal, cette zone du cerveau qui va venir nous aider à prendre de bonnes décisions. Mais si on parle d'habitudes simples, est-ce que toi tu garderais quoi qu'il arrive et que tu conseillerais à un entrepreneur d'adopter? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il faudrait garder? Une seule habitude, je pense que je garderai La santé, quand elle est déstabilisée par que ce soit l'environnement ou alors plein d'autres métriques qui viennent se mettre en place comme les fêtes de fin d'année comme Noël, Nouvel An, ça vient perturber l'équilibre et l'ascension, le momentum qui avait été entamé jusqu'à maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Merci Enzo d'avoir accepté l'invitation. Enzo, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et comment fonctionne concrètement ton business? Bien sûr. Tout d'abord, merci Théodore de m'avoir invité sur le podcast. Rapidement, moi je suis HOS, donc Head of Sales et Sales Manager donc d'un incubateur aujourd'hui. Je suis également consultant en vente durant le high ticket depuis maintenant un an et demi. J'ai 19 ans et puis je m'appelle Enzo Racine, quoi. On pourra pas faire plus court. Et concrètement, quelles sont les tâches qui ont le plus d'impact sur tes résultats aujourd'hui? Alors, en tant que CEO, j'ai envie de dire que ça va évoluer en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait en fonction des mois. Tu veux dire actuellement pour le coup? Oui, actuellement, c'est ça. Ok. Alors actuellement, les tâches qui ont le plus d'impact, ça va être effectivement tout ce qui va être propre au management. Donc ça va être les micro-réunions, ça va être tous les points que je fais avec mon équipe, que ce soit mes setters, mes closers, mais également ma CSM. Travailler mon produit. Donc les tâches au quotidien, donc quand j'entends travailler sur mon produit, ça va être évidemment tourner des vidéos pour la formation, pour l'accompagnement. En fait, tout ce qui est c'est plus du back-end maintenant, vu que je suis moins dans l'opérationnel. Création de contenu également. Et après, hors business aussi, ou uniquement business pour le coup? Ça serait pertinent aussi, tu sais. Plutôt des habitudes du coup, parce que des tâches, je fais pas des tâches dans mon quotidien, mais le matin, j'ai pas de morning routine hardcore ou autre pour le coup. Maintenant, j'aime bien aussi, je lis beaucoup. Je pense que ça, c'est un truc qui m'a fait vraiment devenir meilleur dans le biz ou en général. Et le fait aussi de couper un peu plus tôt les écrans là depuis un mois ou 2 mois, ça a amélioré mon sommeil drastiquement. Donc voilà, je dirais que ça c'est aujourd'hui ce qui me drive et ce qui a le plus d'impact pour moi, quoi. Et à quel moment est-ce que tu dirais que là, bon, tu nous parles de routine, où tu as commencé au fur et à mesure du temps à mettre en place quelque chose de différent. La routine, comme tu le sais, c'est quelque chose qui vient constituer un pilier dans la réussite, parce que ceux qui sont désorganisés, ils ne vont pas forcément faire les mêmes choses, ils vont pas réussir à réitérer. Donc la routine, ça c'est certain que c'est quelque chose qui est très important à respecter, mais est-ce que tu dirais que la santé aujourd'hui c'est un bonus ou plus un levier? Parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur les systèmes, beaucoup sur l'opérationnel, mais c'est vrai qu'on s'oublie un petit peu aussi derrière. C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être un levier et ça n'est qu'un bonus dans mon quotidien. Parce que je suis déjà passé effectivement sur des podcasts où on me demandait ça. Pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, sans productivité, sans bon sommeil, sans bonne alimentation, sans bonne hydratation, on est beaucoup moins performant. Et même en fait, sur tout ce qui va être adjacent à la santé, on peut en faire entrer le stress, le rythme de vie, etc. Donc je dirais que je fais quand même relativement attention parce que je le considère comme un levier. Maintenant, il y a forcément des choses que je fais qui sont contre-productives, notamment le fait de travailler 12 heures par jour devant mon PC et en allant à la salle une fois par jour. On pourrait beaucoup plus optimiser la santé, beaucoup plus sortir dehors, soleil. Je pourrais mieux m'hydrater, je pourrais mieux manger, je pourrais faire plus d'activités. Je la considère comme un levier, mais pas à 100% du coup aujourd'hui pour moi, mais c'en est, c'est clair. Donc si je comprends bien, tu es actuellement en train de faire business first, health second. Et à Ouais. un moment, il faudra vraiment retourner la boucle et faire en sorte de la prioriser. C'est le projet de cette année, hein, dans l'idée. Je pense qu'il y a des périodes de sprint dans l'entrepreneuriat et des périodes de réflexion, de recentre, d'ancrage, on va dire, grosso modo. Et donc, effectivement, là, c'est vrai que les 3 derniers mois ont été très, très sprint. On est sur le début d'année, donc ça va pas s'arrêter tout de suite. Mais je sais que c'est prévu que cette année, je remette de bonnes habitudes en place. C'est aussi ce que je me suis dit également. Mais c'est vrai que je pense que tu vois, sur les 2-3 premières années d'une boîte, quand tu veux faire plusieurs millions à l'année, très compliqué de mettre le health first, quoi. C'est compliqué. Ouais, dans tous les cas, c'est normal parce que les saisons de vie, peu importe quel Q1, Q2, Q3, Q4, au début, il faut faire le sacrifice pour obtenir donc au final le résultat unique.
Et est-ce que tu pourrais donner, je sais pas, un exemple concret où ton état physique ou mental, il a fait la différence sur un résultat? Quelque chose Ouais. qui t'a impacté. Moi, il faut savoir déjà que quand j'ai pas mes routines de travail, par exemple, notamment quand je pars en déplacement, là, je suis rentré en France il y a pas longtemps pour les fêtes, je suis beaucoup, beaucoup moins productif. Et c'est même pas parce que je suis dans un environnement qui est moins bon, c'est juste que je ne retrouve pas de routine. Donc là, j'étais chez ma mère, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo YouTube dans ma chambre, c'était marrant. Euh, et en fait, bah voilà, j'avais pas le setup qui me permettait d'être ergonomique, donc j'ai moins bien travaillé. Il y avait un peu plus de bruit autour de moi, j'étais dans un environnement différent. En fait, c'est un peu, moi, je lutte un peu contre le stéréotype de l'entrepreneur bullshit digital nomade qui bouge tout le temps. Je suis assez partisan du fait d'avoir sa routine dans les moments de scaling, pour le coup, où en fait, il faut travailler 10-12 heures tous les jours, grosso modo, sur les mêmes inputs sans bouger de lieu. Et donc, moi, ça a joué énormément sur mes résultats parce que en 3 semaines en 3 semaines en France, j'ai fait que 20 000 euros. En 3 semaines, normalement, on en sort 40. Alors ouais, ça fait quand même divisé par deux, tu vois, le CA. Après, on était en décembre, etc. Il y a plein d'autres choses. Les moments aussi où je suis tombé malade il y a quelques semaines, le fait d'avoir tout de suite eu les bons gestes pour me remettre dans de bonnes conditions, ça veut dire que j'ai été encore plus assidu sur mon sommeil, sur ma récupération, sur mon hydratation, etc. Bah, j'ai guéri très vite. J'ai quand même pu maintenir la CA de la boîte, etc. Donc il y a du positif comme du négatif, mais ouais, j'ai plein d'exemples, quoi. C'est exactement ça. Tu vois que la santé, quand elle est déstabilisée par que ce soit l'environnement ou alors plein d'autres métriques qui viennent se mettre en place, comme la période qui était la fin, les fêtes de fin d'année comme Noël, le Nouvel An, ça vient perturber l'équilibre et l'ascension, le momentum qui avait été entamé jusqu'à maintenant. 100%. Est-ce que tu as parfois des brouillards mentaux, quelque chose qui aurait en rapport avec la clarté mentale, parce que c'est vrai que c'est quand même un composant. Le cerveau de l'entrepreneur, parfois, lorsqu'il est surchargé, il peut se retrouver à avoir beaucoup trop d'informations dans sa tête, en surcharge mentale. Et comment est-ce que toi tu gères ça concrètement? Parce que c'est vrai que c'est une chose qu'on ne peut pas négliger aussi. J'en ai même beaucoup des brouillards mentaux. C'est un truc qui m'arrive constamment dans mon quotidien. Quand il y a, effectivement, comme tu l'as dit, la masse d'informations, ça fait partie en fait, du fait que ça va créer des brouillards mentaux. Donc comment je gère ça? La plupart du temps, il faut savoir que je m'en rends compte quelques dizaines, 20 minutes après en fait, être dans le brouillard. Ça veut dire que typiquement, tu es sur ton PC, tu es en train d'essayer de faire des tâches et à chaque fois que tu te mets sur une tâche, tu n'avances pas. 95% du temps, c'est parce que la to-do, elle est pas claire ou que je viens d'achever une tâche et que j'ai switch sans me rendre compte sur une autre, comme un peu en autopilote. C'est d'ailleurs Charlie Morgan qui disait, où il citait quelqu'un grosso modo, que la perfection ou la procrastination, c'est la meilleure amie de l'ambiguïté, quoi. Donc c'est au plus tu es ambigu dans ce que tu dois faire, au moins ton cerveau va réfléchir de manière rationnelle et du coup tu fais plein de trucs. Donc la première chose pour laquelle je lutte, c'est en fait je vais faire des to-do très très clairs. Je vais essayer d'avoir des tâches et de m'y tenir. Et donc effectivement, parfois ça m'arrive de finir mes tâches en avance. Donc c'est là où en fait il peut y avoir un peu une panique, un brouillard mental de dire je pourrais faire plein de trucs, qu'est-ce que je fais? Et ensuite quand ça m'arrive et que je m'en rends compte, souvent je prends une pause de 5-10 minutes. Je vais même éteindre symboliquement mon PC ou quoi, même si je le rallume 10 minutes plus tard. Je vais me faire un café, je bois de l'eau. Euh, J'essaie de visualiser autre chose et juste de prendre un papier, un crayon, de me dire ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a 1 heure de temps. Je reprends souvent mon timer. Je dis bon, on a 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on. Attends, pour le placement de produit, qu'est-ce que concrètement on met en place? Et voilà quoi, je repars de plus belle. Tout simplement, tu fais une pause pour te restabiliser. Tu vois que ça C'est marche ça, plus, tu vois qu'il n'y a plus rien à faire et tu te dis, il faut qu'on se pose, il faut qu'on voit ce qu'on va faire, parce que sinon, comment on va faire pour avancer? c'est ça, exactement. Et si on aborde le sujet du sommeil, toi, est-ce que tu regardes la durée, la qualité aussi? Alors la durée, c'est toi l'expert, hein, mais je crois, et ce que me disent mes potes qui sont dans le biohacking, qu'un cycle de sommeil c'est 1 heure et demie, C'est grosso ça, modo. 90 Donc du minutes. coup, le bullshit des 8 heures par nuit, il n'existe pas, parce que ça tombe pas en fait sur Oui, 8 heures. c'est une C'est 7, propagande dans tous les cas. c'est C'est une sept heures idée trente ou facile à 9 heures. accepter. Ouais, c'est très vrai. C'est comme 5 fruits et légumes par jour. Euh, donc effectivement, je dors 7h30 par nuit. C'est la limite que je me suis fixée, je descends pas en dessous. Du coup, j'ai quand même un assez bon sommeil. Mais par contre, là, je suis à Malte. J'ai des rideaux qui cachent mal la lumière de la nuit. Donc du coup, je dors Des pas rideaux occultants extrêmement bien. alors. Ouais, j'en ai acheté, mais ils sont pas assez occultants. Et en gros, on a mis une barre manuelle, c'est pas dans un mur. Enfin bref, une galère. Donc ça. Ensuite, je fais beaucoup, beaucoup d'insomnie. Surtout là sur la dernière semaine ou les 2 dernières semaines en ce moment. C'est vraiment très compliqué pour moi de dormir parce que mon cerveau il est constamment en train d'analyser, de réfléchir, etc.
Donc je pense que j'ai un sommeil catastrophique, hein, honnêtement. Euh, donc je traque au niveau de la durée, parce que je j'aime pas me laisser que 4 à 5 heures de sommeil, ça m'est déjà arrivé. Euh, mais en fait, le résultat est toujours le même, c'est que derrière, je suis beaucoup moins productif la journée, donc j'aurais mieux fait de dormir. Euh, c'est quelque chose dont j'ai conscience, parce que le sommeil, c'est l'indicateur numéro un de la santé, en fait. Tu vieillis plus vite, tu as une moins bonne concentration si tu as un Mémoire mauvais sommeil. Ouais, il y a aussi, tout. enfin, en fait, ça, c'est multifactoriel, tu vois. C'est pas seulement juste pour récupérer, que ce soit, je sais pas, de la clarté mentale ou du focus. Enfin, c'est surtout sur les hormones, sur les neurotransmetteurs, toutes ces choses, en fait, qui sont nécessaires pour que tu aies toutes les ressources nécessaires par la suite pour faire les différentes choses que tu veux faire. Sur la vente aussi, ça joue beaucoup parce que quand tu es consultant en vente, moi je passe mes journées à regarder des appels de vente, étudier des biais psychologiques, etc. J'ai beaucoup de rapport à l'humain et à la psychologie. Quelqu'un qui dort mal a moins de patience parce qu'il est plus irritable. Et en vente, quelqu'un d'irrité quand on lui dit quelque chose, c'est pas quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui contrarie son prospect, quoi. Donc, tu dirais que tu es capable de ressentir lorsqu'un vendeur, il est fatigué, même s'il a techniquement un bon speech. Tu le sens tout de suite? C'est sûr. Ça se voit à 10 000. C'est quelqu'un par... Alors, ou alors c'est juste qu'il est mauvais dans son attitude humaine, tu sais, ça peut arriver aussi, mais C'est possible, j'ai ouais. déjà eu des closers avec qui j'ai bossé ou des associés où ils font une mauvaise nuit. Tu leur poses le K et le KB qui sont vraisemblablement le même. Le seul facteur différenciant, c'est le sommeil. Ils sont beaucoup plus irrités, ils closent moins bien, ils sont plus stressés, ils ont un taux de cortisol plus élevé que leur taux de testo. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Genre, c'est biologique, c'est les hormones. Les hormones, ça change toute ta vie si t'as des mauvaises, tes hormones sont pas bien. Bah, on peut considérer quand même le sang comme une rivière, tu vois, où coulent toutes les substances nécessaires. Et lorsqu'on on lui donne pas la possibilité de faire circuler ces hormones au bon moment, eh bien, on se retrouve avec des déficits. Mm. 100%. Ça même, c'est scientifiquement prouvé. Tu vois, le fait que lorsque les personnes ne vont pas bien récupérer de leur nuit, ils vont avoir des récepteurs de dopamine plus bas, où le cortisol va être plus élevé. L'hormone de la faim, la satiété, la leptine et la gréline vont être aussi déréglées. Donc, toutes ces personnes qui, chroniquement, vont se retrouver à ne pas bien dormir, elles vont avoir des conséquences, que ce soit sur le court, le moyen et le long terme. Mais bien sûr, c'est réversible, tu vois, c'est pas non plus perdu. C'est pas un La tête échec. de sommeil, tu la récupères jamais, hein? Oui, on en récupère une partie, tu vois. Ouais, c'est clair. On peut pas forcément à 100% le récupérer parce que en fait, les personnes qui vont récupérer, ça sera plutôt celles qui sont en vacances parce que c'est à ce moment-là qu'elles vont se rendre compte quand elles ont aucun input de travail, tu vois. C'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte que ah oui, j'étais vraiment fatigué. Parce que le Hmm. cerveau, tu vois, il va s'habituer à la survie. Tu l'habitues à moins de sommeil, donc il va se dire que c'est normal. Et à partir de ça, il va continuer à répéter cette boucle parce que tu lui donnes ça comme information, que ça c'est normal, donc il va s'habituer à partir de ça. Je sais pas 100%. si jusqu'à maintenant tu l'avais entendu ou pas. Ouais. Alors, pas sur le sommeil, mais d'un point de vue général, le cerveau, il va s'adapter en fait à tout son environnement, que ce soit l'environnement primitif ou l'environnement actuel. Donc, c'est pareil, le fait par exemple que on devienne myope à trop regarder nos écrans, bah, c'est justement parce que le cerveau, il enregistre qu'on regarde que de près, donc il n'a pas besoin d'utiliser la vision de loin. Donc, du coup, voilà, le fait que bah, on enregistre une certaine baseline de dopamine à regarder des choses qui nous surstimulent, c'est aussi une adaptation du cerveau. Donc, il y a pas mal de choses, ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est dans tout, t'as raison. Et par rapport aux décisions, parce que tu dois le savoir aussi, le sommeil, quand il est altéré, on va avoir une inhibition du cortex préfrontal, cette zone du cerveau qui va venir nous aider à prendre de bonnes décisions. Tu dirais que quand ton état interne il n'est pas bien calibré, bah, tu te retrouves à prendre de moins bonnes décisions ou pour toi dans ta situation, ça passe quand même. Parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui vont arriver, tu vois, à prendre de bonnes décisions, même si elles sont pas bien mentalement à l'intérieur. Parce que tu m'as dit que toi tu faisais des micro-tâches au maximum quand tu vois que ça marche plus, tu Ouais. cherches à réitérer. Bah, déjà, la première chose, c'est que les très très grosses décisions, tu soulèves un point qui est important, c'est qu'elles se prennent pas avec le temps, mais elles se prennent avec les bons facteurs. Et donc, tu as besoin d'informations à la fois business, mais tu as aussi besoin que ta santé soit calibrée à ce moment-là. Parce qu'en fait, une décision peut faire cracher ta boîte, hein, genre littéralement. Tu prends un recrutement foireux, bam, plus personne. Donc, je pense, hein, après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je traque encore une fois, mais je pense que ça peut altérer mes choix. Euh, et je pense que ça l'a déjà fait par le passé. Parce que si je faisais toujours des choix parfaits, j'en serais pas là, en vrai. Euh, donc il y a forcément un point de vue santé là-dessus. Maintenant, c'est là où en fait il y a aussi le débat de l'âge, dans la mesure où j'ai pas 40 ans, donc j'ai une faculté de récupération un peu plus élevée. Je suis quand même relativement bien au niveau de ma santé, même si effectivement je néglige de temps en temps.
Donc, euh, donc oui, je te dirais que ça l'a affecté, ça a sans doute dû l'affecter négativement par le passé. Notamment, je prends un exemple sur du recrutement où je sens que je suis fatigué, etc. Je réagis émotionnellement au lieu de réagir rationnellement. Je vais prendre quelqu'un. Alors qu'en vrai, de facto, j'avais peut-être pas besoin de recruter cette personne maintenant, tu vois. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou par fatigue, je vais décider de me dire ouais, mais le prospect, il n'était pas forcément qualifié, je vais le cancel sur mon agenda. C'est des choses qui arrivent. Alors qu'en vrai, avec un état de santé parfait, du rationnel, j'aurais pu dire attends, il y a quelque chose à aller chercher, etc. Donc si, 100%. Quand je cherche, il y a des exemples, hein. Oui, donc si je comprends bien, quand tu es très fatigué, tu vas repousser volontairement certaines décisions qui sont importantes. Et tu Ouais, vas les déléguer. Émotionnellement, tu vas changer au final ce que tu voulais faire. c'est ça. Et parfois, je peux faire des mauvais choix, hein. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Après, j'ai pas assez de recul, tu vois, pour le faire. Mais ouais. J'ai entendu dire que tu étais sportif de haut niveau. Est-ce que tu pourrais développer avant, bien sûr, de commencer l'entrepreneuriat? Comment toi, Alors, est-ce du que coup, ça j'ai. t'impacte aujourd'hui sur la capacité que tu as? Parce que moi, j'ai quand même vu certains des contenus que tu as postés. Et tu vois, c'est très intéressant de la manière dont tu vas communiquer, les idées que tu vas transmettre. Et si on vient bien sûr comparer à d'autres personnes, tu as quand même un niveau qui est assez cohérent, élevé. Donc quand tu me dis que ta clarté mentale n'est pas toujours optimale, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Je me dis comment est-ce qu'il Ouais. arrive à garder un langage aussi clair, sophistiqué, minutieux dans ce qu'il dit, et il se retrouve quand même avec un brouillard mental. Donc tu arrives à bien transmettre ce que tu as à dire, mais en même temps tu te retrouves perdu à l'intérieur un petit peu aussi. Ouais. Alors, du coup, ça fait deux questions dans une, mais comment ça m'a impacté entrepreneurialement le fait d'avoir été sportif de haut niveau? Après, j'ai pas été pro, hein, j'ai été semi-pro. Donc, dans l'idée, c'est toujours cette question routine, prendre soin de soi. Parce qu'en fait, dans le sport de haut niveau, ton corps, c'est ton outil de travail. Donc, c'est un petit peu comme quand tu achètes le dernier MacBook, bah, tu as envie qu'il n'y ait pas de ping, tu as envie que ça soit fluide, tu as envie d'aller vite. Donc, c'est pareil. Donc, très bonne hygiène de. Alors, sommeil, sachant que je gérais les cours plus le début de la boîte. J'ai pas eu un sommeil exceptionnel, mais j'avais quand même optimisé énormément de facteurs dans ma récupération, que ce soit des bains froids, que ce soit une alimentation, d'hydratation, sommeil, etc. Euh, Routine aussi au niveau de ma santé, c'est genre, voilà, le sport c'était devenu une habitude comme se brosser les dents. Donc du coup, bah, c'est quelque chose qui était quand même assez cool. Pas de sortie, pas d'alcool, pas de tabac. Et ça m'est resté jusqu'encore aujourd'hui dans le sens où, bah, en fait, c'est comme quand tu intériorises une habitude et qu'elle est élémentaire pour toi. Il n'y a plus besoin forcément de revenir en arrière et de se demander fondamentalement si le fait de boire ou fumer, c'est pas quelque chose qu'on rate. Et donc, je pense que ça m'a grandement impacté dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que les routines, tu les retrouves aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a énormément de parallèles qu'on peut faire entre le sport de haut niveau et la santé et l'entrepreneuriat, qui sont trois choses vraiment en commun. Au niveau aussi de, alors là c'est un peu plus mindset, mais aussi il faut tu vois, toujours repousser ses limites, le fait d'avoir de la discipline, Sortir être de ta zone de ponctuel. confort aussi, Ouais, c'est des choses, ça tu va vois, avec. ouais, exactement. Ça sort tout le temps. La compétition aussi, beaucoup, parce que dans le sport de haut niveau, tes coéquipiers sont aussi en compétition avec toi, donc ça joue beaucoup. Et donc au niveau de la clarté mentale, ouais, je pense que t'as pas nécessairement besoin d'avoir une excellente hygiène de vie pour en arriver haut dans l'entrepreneuriat. Tu peux regarder Elon Musk, par exemple, il a une hygiène de vie catastrophique. Pendant des années, il a dormi in the factory, à l'usine là, de Tesla. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. De Tesla ou SpaceX, ça dépendait. Et dans l'idée, par contre, je pense que le débat, c'est pas tant de savoir si on peut réussir avec une mauvaise santé ou pas, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on perd à avoir une mauvaise santé et qu'est-ce que ça aurait donné si Elon Musk avait une excellente santé, par exemple. Ça, c'est intéressant comme débat. On met Le voir de toujours en cet angle-là. opposé. Ouais. En fait, il faut le voir sur ok, c'est possible avec. Est-ce que ça veut dire que s'il était en bonne santé, il n'en serait pas là? Non. Ça veut dire qu'il en serait peut-être même plus haut. Ou en tout cas, ça n'a pas d'impact négatif. Et puis quand tu regardes Elon Musk aujourd'hui, par un mec qui peut courir un marathon comme ça du jour au lendemain, c'est peut-être pas un mec qui a un cerveau en super santé, même s'il est extrêmement intelligent. Et pour revenir sur la façon de communiquer, pour moi, je pense que c'est une mécanique. Si j'étais débutant et que j'avais une mauvaise clarté mentale, aujourd'hui j'aurais énormément du mal à m'exprimer, tu vois. J'ai passé tellement d'appels, j'ai eu tellement d'échanges humainement avec des gens que bah, maintenant parler c'est un peu devenu, tu vois, mon quotidien comme mon métier. Mais tu vois, dès que tu me mets dans la fatigue pour des choses que je ne maîtrise pas au quotidien, allez, on va dire, admettons que je ne sache pas faire du vélo, bah ouais, il y a forte chance que j'ai un accident en étant fatigué. C'est au niveau de l'expérience, tu vois. Ça, en fait, l'expérience, elle va te permettre d'avoir beaucoup de répétitions. Et à partir de ça, tu vas avoir la confiance que tu es capable de faire cette chose. Et tu vas te retrouver donc à prendre des risques et à faire l'action encore plus facilement que si tu n'avais jamais fait jusqu'à maintenant.
Ça, je te rejoins 100%. sur ça. On en parlait la dernière fois aussi, si tu te souviens. Tu me disais que tu déléguais énormément de tâches que tu appréciais, mais qui te prenaient du temps. Et donc, en fait, dans le sens qui ne t'apportaient pas assez de retour sur investissement, même si tu t'appréciais les faire. Ouais. On Tu parlait veux du des exemples? ménage, on parlait de l'alimentation. Madame ne m'entend pas, elle a son casque, mais ouais, dans l'idée, faire la cuisine, etc. C'est pas forcément des trucs que je surkiffe, mais que elle va m'aider à faire au quotidien. Le ménage, moi, c'est quelque chose, genre j'aime bien avoir un endroit ultra minimaliste, propre. J'arrive pas à travailler dans des environnements enfin, Désordonné vraiment avec un désordonnés. haut niveau d'entropie. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. Donc du coup, bah, c'est sûr que si j'avais pas l'entrepreneuriat, je prendrais encore plus de temps, tu vois, sur le foyer. Ça peut paraître débile comme habitude. Je sais que j'ai aussi appris à protéger mon temps avec qui j'ai. On l'a vu d'ailleurs, je m'en excuse, j'ai pris du temps à répondre aux messages pour pouvoir être présent sur le podcast. Parce que bah, voilà, je fais tout par coup d'opportunité dans ma vie. Qu'est-ce que je perds à être en train de répondre à des messages pendant que je pourrais faire autre chose? Et du coup, par exemple, ça donne des choses à lieu où, quand j'étais en France, j'ai eu 3 semaines pour signer une ordonnance pour ma carte vitale en la disant que je la résiliais à l'État français. Et bah, je l'ai pas fait en 3 semaines, alors que le truc était sur mon bureau, parce que je suis tout le temps en train de raisonner en coup d'opportunité. Mais même si ça peut paraître débile, ça m'apporte beaucoup au quotidien parce que, en fait, je vais énormément protéger le temps que je passe avec les gens, les fréquentations que j'ai et éventuellement les tâches que je fais. Mais effectivement, dans ces tâches-là, il y a des tâches qui sont en dessous de ma valeur horaire que je suis obligé malheureusement de déléguer, même si effectivement je les aime bien, quoi. Après, on fait tout par intérêt. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Ouais, 100%. Maintenant, en termes de routine, est-ce que tu as une journée type ou c'est plutôt quelque chose que tu vas faire à partir du rush que tu as accumulé? Dépendamment, bien Alors, sûr, des différentes périodes que tu as eues. t'as raison, ouais. Je pense que ça peut être intéressant de faire la rétrospective de quand j'ai démarré et de maintenant. Parce que peut-être que ton audience, ça se retrouvera plus sur des business qui font 10, 20K, peut-être pas 50, 100K par mois. À mes démarrages, le mieux était de trouver un rythme de croisière et je pense que pour trouver un rythme croisière, il faut tout tester. Il faut tester énormément de routines, il faut tester énormément de manières de travailler, il faut faire énormément de volume. Et donc, le côté un peu morning routine de Andrew Huberman, etc., je pense qu'il faut, c'est comme dans tout, il faut s'en inspirer, c'est le 20-80. Maintenant, quand tu es entrepreneur et que tu fais que 5 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, ou même, pas, même juste 10 000 euros par mois, ton focus, ça doit pas être d'avoir une énorme routine de santé. Par contre, tu dois faire attention à ça, mais tu dois faire énormément de volume, tu vois. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des calls à pas d'heure. Je pouvais prendre des calls de 8h à 23h, j'en avais rien à foutre. Je faisais du contenu à balle, je prospectais tous les jours. Je savais en fait que j'avais 3 choses à faire. Des choses qui devaient me ramener des leads, des choses qui devaient me permettre de closer ces leads et les autres de délivrer. Tout ce qui ne rentrait pas dans cette range, je le zappais. Et je faisais que ça tous les jours, sans vraiment d'organisation. Avec le temps, bah, s'ajoute l'expérience, la fatigue et le recul. Actuellement, je ne prends plus d'appels avant 11h. C'est-à-dire de 8h à 11h, c'est le moment où je vais travailler sur les tâches opérationnelles, je vais créer du contenu, je vais écrire, je vais manager, je vais répondre à certains élèves, mais je n'ai aucune interaction sociale jusqu'à 11h. D'ailleurs, madame se réveille un peu plus tard, donc de 8h à 10h ou 8h à 9h, j'ai souvent 1 heure, 1 heure et demie où je suis vraiment solo. J'en ai besoin parce qu'après, dès que ma journée démarre vers 11h, 14h au niveau des premiers calls, de 14h à 19h, 20h, 23h parfois ça m'arrive, je suis en appel. Donc mon cerveau, il peut pas être constamment en call, c'est juste épuisant. Ensuite, je vais manger, ça dépend de mon organisation. Il y a quelques mois, j'allais à la salle à 11h, je revenais à midi, je mangeais, j'attaquais mes calls. Maintenant, je vais plutôt travailler jusqu'à 11h30 midi, je vais manger, je vais passer tous mes calls de 14h, de 13h jusqu'à 19h. J'essaie de mettre une limite, mais j'ai toujours des amis, des collègues ou des personnes qui m'appellent le soir pour qu'on discute. Et je vais souvent aller à la salle de 21h à 22h. Je rentre, j'ai encore 1 heure de deep work à peu près sur des tâches un peu connes et je vais dormir quoi. 7 jours sur 7. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la routine que tu mets en place, elle est adaptée donc à ta situation, mais si tu devais peut-être supprimer quelque chose, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait à la fois améliorer ta santé et ton business? Et s'il y avait donc quelque chose à supprimer, qu'est-ce que ce serait? Parce qu'on ne cherche pas forcément à complexifier. Tu sais très bien que less is more. On n'est pas là forcément à rajouter plein de choses. C'est Ouais. l'essentiel qui compte. On est en train de recruter des closers en ce moment, donc il y a une forte volonté de commencer à supprimer des appels. Il y a beaucoup de downside à prendre des calls toute la journée. J'ai beaucoup de mal de crâne, ça m'arrive souvent. Avec effectivement, alors, il y a les headphones, mais il y a effectivement le fait de tout le temps être en train de discuter. En fait, le cerveau aussi, les insomnies participent à ça. C'est-à-dire que bah, c'est un cercle vicieux. Tu vas beaucoup parler, ton cerveau va réfléchir, il va avoir du mal à dormir, mais du coup, vu qu'il dort mal, il a une moins bonne récupération, donc il réfléchit encore plus et on n'arrête pas la boucle. Donc,
S'il y a bien un truc que je devrais supprimer, c'est avoir moins d'appels, pouvoir avoir plus de temps à la réflexion. Et ça, c'est un truc que tout entrepreneur fait face au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il doit comprendre que son travail n'est plus opérationnel, mais de nature de la réflexion, de la pensée. C'est très compliqué, parce que du coup, il faut apprendre au cerveau à désapprendre sa manière de faire du volume et de la qualité, mais plutôt à réfléchir. Donc il faut des temps de réflexion et pas d'opérationnel. Étant donné que moi j'ai toujours été habitué à travailler 10, 12, voire même 16 heures par jour, ça m'est arrivé de claquer des semaines à 16 heures par jour. C'est compliqué de demander à ton cerveau maintenant de 8 à 11 heures de te poser de papier crayon et de trouver des solutions. Donc je pense que c'est quelque chose de nécessaire et si j'enlevais quelque chose, ça serait les appels de vente pour le moment. Potentiellement les appels de coaching à terme, mais bon, j'ai pas mal délégué. Et si on pousse vraiment le truc, ça arrivera jamais. Le contenu, c'est assez prenant. Mais je kiffe, donc ça va. Après, c'est pas quelque chose non plus qu'on peut déléguer le contenu parce qu'il faut que tu sois présent. Au Exactement. niveau de la C'est pas personal brand, possible. tu peux pas engager quelqu'un d'autre à le faire à ta place. Sauf si, bien sûr, Il y a, c'est du b-roll, du montage, mais il faut qu'on t'entende, qu'on te voit, donc c'est plus impactant. Ça crée la relation, ça comme ce crée que la tu relation. proposes aujourd'hui. Il y a plein de boîtes de personal branding qui essayent de switcher avec juste une brand, tu vois. Et il y a un phénomène en latin qui s'appelle le l'intuitu personae. Et en fait, il y a une décroissance totale du CA derrière. Genre, ils perdent 70% du CA, ce qui a pu les gérer. Donc non, ce ne sera pas possible. Quand tu montes une boîte de personal brand à cash flow, tu dois rester devant les écrans. Sinon, au niveau de santé mentale, de stress management, parce que c'est vrai que l'entrepreneur moderne, il est énormément stressé, il a beaucoup de problèmes à gérer, et c'est quelque chose non plus qui vient impacter, parce que on est donc le business, mais derrière le business, il y a toujours un être humain, et cet être humain, il a une santé, une vie personnelle, plusieurs choses qui viennent constituer donc son système. Comment est-ce que toi tu gères ton stress? Parce que c'est inévitable. On a du stress le matin quand on se réveille, un pic pour qu'on vienne se stimuler. Comment toi, est-ce que tu gères ça? Euh, Surtout à l'étape alors, où tu te trouves actuellement. le stress, je le connais bien. Je l'ai eu énormément en début d'année quand je me suis retrouvé à Dubaï sans argent quasiment parce que je venais de me faire scam et j'étais à 7000 km de chez moi. Je dormais sur une table basse et un canapé convertible avec un pote de 2 mètres à ma droite. Je l'ai aussi énormément connu sur mon expatriation où je me suis retrouvé avec 65 000 euros de paiement à récupérer. Parce que bah voilà, c'est pas que mes clients voulaient pas me payer, c'est que bah en fait j'ai eu un fonds de roulement de ouf. Et là je m'y retrouve en fait par le volume d'action. Je pense qu'on crée son stress aussi, que le cerveau il est de nature à essayer d'avoir une espèce de prophétie autoréalisatrice où il va s'auto-créer des problèmes. Tu vois typiquement les gens qui le stress il s'observe à tous les niveaux. C'est pas parce que tu as un niveau d'argent élevé que tu vas stresser plus, parce que quelqu'un qui fait pas d'argent s'invente des problèmes, parce que les problèmes ça crée de la dopamine et que le cerveau est en recherche constante. Le fait de résoudre un problème, ça les fait kiffer. Donc du coup, par exemple, c'est comme quand je discute avec des entrepreneurs qui me disent putain, faut que je crée ma micro-entreprise et que je leur demande s'ils font d'argent, ils me font bah non. Je dis bah alors tu te crées un problème parce que là le but c'est d'en faire de l'argent. Tu déclareras, il faut que tu te déclares, mais là t'as pas de système donc ça sert à rien. Donc dans mon cas, quand on veut aller chercher 1, 2 millions à l'année et qu'on veut passer de 50 à 200 k par mois, le stress, il est communiqué par l'humain et ton équipe parce que tu as moins de visibilité et moins de contrôle. Donc on retrouve ce cerveau qui va se dire putain, et si la boîte elle se crache, blablabla. Tu peux te retrouver rapidement dans une situation où tu te dis putain, est-ce que la boîte elle avance? Le stress, il est aussi par l'empathie que tu as pour tes clients, ce que ressentent tes clients en appel, en vente. Et c'est là où on rejoint le fait que j'ai beaucoup d'appels où je vais analyser des calls. Tu le ressens aussi. Tes clients peuvent avoir des galères financières, des mois plus compliqués. Et moi, étant donné que je suis impliqué sur tous les projets de mes clients, bah, quand un client est pas satisfait de son mois, pas forcément de mon service, hein, mais de son mois, je peux être en mode fait chier, il faut qu'on trouve une solution. Je vais souvent me rajouter une charge de travail pour lui, alors factuellement, il y a pas à faire en plus. Il est aussi dans les relations que tu peux partager, notamment moi j'ai une relation amoureuse depuis maintenant 4 ans avec ma copine. C'est des choses que tu peux avoir au quotidien. Et puis le fait d'habiter loin de sa famille. En fait, je pense quand tu es entrepreneur, il faut apprendre à modifier ton rapport avec le stress et accepter que c'est une relation auto-immune, quoi. Euh, donc, ça passe par beaucoup de prise de recul, mais j'ai envie de te dire, ça fait partie du job, quoi. Encore aujourd'hui, là, j'ai des soucis, ça fait stresser, quoi. C'est vrai, enfin, c'est inévitable. En parlant du stress, je peux apporter deux, trois éléments que tu peux connaître, mais c'est vrai que ça serait pertinent de les aborder. Si on s'intéresse purement à comment est-ce que le stress il va être créé, donc bien sûr ça vient des pensées, des émotions, mais après, à partir de ça, tu vas avoir donc cette zone dans le cerveau qui est le système limbique avec l'amygdale qui va lancer une alarme d'hypervigilance. On va aussi avoir les glandes surrénales qui se trouvent au niveau des reins qui vont sécréter l'hormone du stress, le cortisol,
qui va te faire passer à l'action. Et ça, typiquement, en fait, ça se retrouve, comme tu l'as dit, partout. Enfin, c'est pas forcément que dans l'entrepreneuriat. Dans tous les domaines de la vie, tu te retrouves stressé. Sauf qu'à terme, quand tu es chroniquement stressé sans aucune recherche de régulation minimale, tu en payes le prix, un jour ou l'autre. Ouais. Et parfois, on l'a bien vu avec des personnes qui vont se reconvertir dans la création de contenu dans le biohacking. Je prends l'exemple de Brian Johnson. On a pu voir que sa santé n'allait pas bien, il faisait de l'argent, il avait donc des résultats pécuniaires, mais c'était pas quelque chose qui était stabilisé de son côté. Donc maintenant, c'est sa priorité, il n'a plus le choix. Ça joue énormément. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas être évité. C'est toujours présent. Ouais. Bah, après, d'un point de vue primitif, c'était ultra pertinent quand tu te faisais agresser dans la nature ou qu'il y avait un vrai danger, quoi. Il y avait du stress, il fallait tout de suite bouger, il y avait de la dopamine aussi, etc. Mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on est humain, quoi. Il y a beaucoup de messages véhiculés sur les réseaux comme quoi il faudrait qu'on soit des robots, qu'on fasse le deep work de 8 heures à 11 heures, qu'on n'ait pas de stress, une vie limpide, pleine de santé, en train de manger high protéines, high lipides, low glucides, beaucoup d'exercices, de l'hydratation. Mec, on est humain. Genre, moi, je travaille 12 heures par jour. Je m'envoie des cafés 3 fois par jour et je dois achieve le travail, quoi. J'ai pas que ça à faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ouais, c'est ultra pertinent comme remarque. Le stress, ça fera toujours partie de ton quotidien. Il faut l'accepter, en fait, c'est tout. Ah mais c'est ça, en fait, on cherche à idéaliser quelque chose qui ne peut pas l'être. On ne peut pas vivre dans une idylle ou alors dans une... comment on appelait ça? L'inverse de la dystopie qui était l'utopie. Les émotions, c'est pas quelque chose qui se règle en claquant des doigts. C'est toujours quelque chose qui prend du temps. C'est un processus, c'est un voyage. Et même en parlant du café aujourd'hui, ben, il y a énormément de personnes qui en dépendent, comme ils le prennent comme un stimulant. Alors que ça devrait plus être un outil de performance. Donc il y a des personnes qui vont vraiment, des entrepreneurs surtout, ils vont prendre 6 cafés par jour, dire que tout va bien. Sauf que le simple fait de faire cette habitude qui est de prendre autant de caféine dans son sang, c'est une matérialisation que cette personne fait les choses, oui, mais qu'elle est beaucoup trop en retard et que elle ne délègue pas correctement les choses. Parce que si aujourd'hui elle a cette capacité euh, d'avoir autant d'argent, c'est qu'elle peut aussi en déléguer certaines tâches. 100%. C'est très vrai. Sur le long terme, tu vas te retrouver avec quoi? Avec des pics de cortisol à 3 heures du matin où tu vas te réveiller, tu vas te dire, je veux dormir, mais je me réveille. Parce que chroniquement, je prends du café, qui est en plus un stresseur, que ça va créer de la cortisol, encore une fois. Ça va impacter ton cerveau. Surtout que le café, je ne sais pas si tu étais au courant, mais initialement, c'était un insecticide. C'était quelque chose qui était utilisé Non, enfin, du tout. sur l'arbre de café. Ça tue les insectes. Enfin, c'est pas forcément quelque chose Ah putain. qu'on prend juste pour nous stimuler. Ouais, c'est C'est pas. en gros, Putain. c'est une petite quantité de toxicité qui rentre dans notre corps, qui va en fait créer une alarme, donc du stress. Et donc c'est à partir du stress qu'on va avoir cette énergie. Parce que c'est le stress aigu ou chronique qui nous fait passer à l'action rapidement pour survivre. C'est super intéressant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis en place ça un petit peu comme une habitude de boire du café, comme une solution à la dette de sommeil. Mais c'est pas forcément ça qui fonctionne, tu vois. Et puis il y a aussi l'image un peu du waouh, t'es entrepreneur, allez, nuit blanche, etc. T'as les pros biohacking et puis t'as les pros, il faut travailler. Non, c'est dans le juste milieu. D'ailleurs, la moitié des gens qui te disent ouais, il faut hard work et tout, font pas plus d'argent. Les mecs qui sont tout le temps en biohacking, ils font pas d'argent, ou alors ils ont un business de biohacking, donc évidemment, tu vois. Mais moi, un coach aujourd'hui qui me dit ouais, il faut que tu fasses une morning routine de 2 heures, que tu te couches 1 heure sans avoir touché à tes écrans, que derrière tu bois. Allez, non, en vrai, le café, j'en bois parce que j'aime ça, mais ça m'arrive couramment de pas en boire pendant une semaine. C'est pas un problème. C'est juste que j'aime bien finir de manger avec un café. Mais bref, il faut aussi concilier l'emploi du temps de la personne. Et je pense que c'est comme dans tout. Regarde aussi ce qui marche pour toi. Il y a des personnes qui ont besoin d'une grande morning routine, ça peut se concevoir. Il y a des personnes, on ne réagit pas tous aux mêmes stimuli, même s'il y a des principes premiers. Et c'est là où, en fait, je pense que se trouve la clé. C'est-à-dire que c'est dans le 20-80, quoi. Oui, mais c'est ça, on ne peut pas forcément appliquer toute chose à tout le monde. Chacun est unique, a un organisme différent. Et même sur l'alimentation, il y a certains aliments qui vont pas avoir le même impact sur toi ou sur moi. C'est-à-dire que tu Ouais. peux manger, je sais pas, des fruits rouges, ça peut t'impacter positivement, mais peut-être que moi, ça va m'impacter négativement. Tout ça, c'est un lien avec le microbiote, les bactéries qu'on a dans notre organisme. Et on ne peut pas forcément le choisir parce que c'est quelque chose qui est différent pour chacun. Mais c'est vrai que les habitudes, encore une fois, ben, c'est les choses qui vont constituer ben, le composé, l'effet cumulé qui va se créer à partir des bonnes habitudes qu'on va prendre. Ça va donc créer de bonnes décisions et des résultats que l'on recherche à atteindre. Mais si on parle d'habitudes simples, qu'est-ce que toi tu garderais quoi qu'il arrive?
et que tu conseillerais à un entrepreneur d'adopter? Parce que c'est parfois, encore une fois, on ne cherche pas la complexité, on cherche à revenir aux bases. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, il faudrait garder? De Si tu devais santé ou de seulement dire une chose. productivité? On peut faire les deux. Ok, D'abord une seule santé, après chose, productivité. une seule habitude. Hmm. Moi, alors, en termes de santé, je pense que je garderai le fait de dormir au moins 7h30 par nuit. Je pense qu'il n'y a pas d'habitude qui a de plus gros downside que ne pas avoir un bon sommeil. Une hydratation qui est moyenne, déjà énormément de la population s'hydrate moyennement par rapport à ce qu'elle devrait, ça aura moins d'effet sur le long terme que quelqu'un qui dort 4 heures par nuit par exemple. De même pour quelqu'un qui fait pas de sport, s'il mange bien, qu'il dort bien et qu'il a un rythme de vie ok, vie active, il marche, il travaille, etc. Il n'est pas en bureau. Bon, il va s'en sortir beaucoup mieux que celui qui dort pas. Pour moi, il y a ça, et si je devais en rajouter une, c'est ne pas être sédentaire. Je pense que ça, c'est un truc trop sous-estimé, surtout dans notre monde, productivité, ergonomie. Euh, nos grands-parents, ils travaillaient dans des champs. T'inquiète pas qu'ils avaient une très bonne santé pour certains. Donc ouais, sur la santé, je garderai ça. Sur la productivité, je pense que c'est avoir des systèmes. Je pense que tout se processus dans la vie, que toutes les personnes, si elles le veulent vraiment, peuvent systématiser leur quotidien. C'est juste que ça demande énormément d'efforts et qu'énormément de la population est feignante. Et ça, c'est très vrai. Notamment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui dans le service qui préfèrent faire du coaching one-one plutôt que systématiser une plateforme de formation, des SOP, un onboarding, du recrutement. Non pas parce que c'est trop dur, parce que c'est factuellement simple si tu t'y intéresses, c'est que ça demande beaucoup de travail pour gagner énormément de temps sur le long terme. Il faut avoir cette vision de travailler sans voir les résultats tout de suite, et là, on perd vraiment 90% de la population. Donc, avoir des systèmes aujourd'hui qui te permettent de gagner du temps, atteindre tes objectifs et respecter ta santé, c'est ce qui te permet factuellement d'être productif. Sans système, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de long terme. Et tu sais, c'est là, par rapport au système, c'est cohérent parce que l'être humain, il est fait pour économiser de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il va pas forcément chercher à donner un effort différé initialement parce que il se base seulement sur l'instant présent, sur ce qu'il ressent. Est-ce que ce qu'il va faire maintenant va lui donner un retour sur investissement tout de suite? Et si c'est pas le cas, il va ne pas le faire. 100%, c'est très vrai. Je pense que c'est ça la raison aujourd'hui qui polarise autant les gens qui passent à l'action et les gens qui restent dans la En fait, masse. j'inviterais toute personne aujourd'hui à regarder sur les 48 prochaines heures, à noter tout ce qu'elle fait au sein du quotidien, à chaque fois qu'elle fait une micro-action, à se poser 48 heures plus tard et à regarder à quel point elle peut systématiser son quotidien. Typiquement, le simple fait de te lever le matin et de t'habiller peut être systématisé. Pourquoi tu prépares pas tes fringues le soir? Pourquoi tu remets de la charge de travail dès le matin à ton réveil quand t'es au pic de ta clarté mentale? Pourquoi est-ce que tu fais pas ta tout le soir? Pourquoi est-ce que, je sais pas, le cerveau, il va vite emmagasiner des trucs. C'est prouvé que par exemple qu'un environnement assez minimaliste, ça permet à la meilleure réflexion. Pourquoi tu vides pas le lave-vaisselle le soir? Pourquoi est-ce que tu cleans pas ta maison le soir pour que le matin tu te réveilles dans de bonnes conditions? Tout ça peut être systématisé, mais ça fait trop peur, c'est trop chiant. Et puis c'est un peu déshumanisant aussi, on n'est pas des robots. Mais je pense que ce serait une très bonne habitude de productivité pour le coup. C'est juste d'y aller progressivement. Soit tu y vas Ouais. progressivement, soit tu y vas de manière radicale. Les deux fonctionnent, pas avec le même effet, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer parce que sans changement, il n'y a pas de résultat différent. Ouais, ça c'est vrai. C'est ce qu'Einstein qualifiait de folie. Ouais, Ouais, c'est ça, enfin, c'est juste la citation reformulée plus simplement. Et bah écoute Enzo, le podcast est passé super vite. ouais, c'est On clair. est à la fin du temps déjà. Encore une fois, j'ai C'était été top. ravi de parler avec toi parce que j'ai appris énormément de choses. Tu nous as apporté de la valeur aujourd'hui. Sur toi, comment est-ce que tu viens gérer ton business, ta santé, ta vie personnelle pour qu'on puisse s'inspirer aussi de toi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est assez jeune, qui montre qu'il arrive à faire des choses que la majorité n'arrive pas à faire, simplement parce que tu prends des décisions différentes. Tu fais les Ouais, sacrifices pour obtenir les résultats que la majorité veulent, mais qu'ils ne feront jamais, parce qu'ils n'ont pas assez le courage de faire les choses. c'est très vrai, ouais. Et factuellement, c'est pas dur hein, d'en être là où j'en suis. Hein. Ça demande juste du temps, ce que c'est bien les Américains, c'est dedication. Et ouais, par contre, c'est factuellement très chiant. Ça, c'est vrai. Oui, mais c'est quelque chose que les gens ne veulent pas faire. C'est clair. C'est pas quelque chose de difficile. C'est atteignable. Je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais c'est psychologiquement, au niveau de la croyance et le temps que ça va prendre, les gens, ils voient que c'est long et ils se disent, encore une Ouais, fois, 100%. gratification instantanée et différée. C'est ça qui vient jouer le rôle. Ouais. Si tu devais terminer sur quelque chose avant qu'on en termine, qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui regarde cette vidéo retienne? Parce que tu nous as bien donné
ce que quelqu'un pourrait faire après avoir terminé cette vidéo, c'est-à-dire de voir dans les 48 heures qu'est-ce qu'il va faire au quotidien, toutes les micro-actions. Est-ce que tu as peut-être une citation, une phrase clé que tu aimerais mettre en avant, mettre en lumière? Un mantra, une phrase qui résume comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu vois les choses dans ta vie actuellement. Je n'ai pas forcément de mantra, pour le coup. Il y a la citation d'Hormozy qui est très connue, qui dit Do so much your limit will be irresistible that you don't win. C'est très vrai, c'est quelque chose dont je suis très partisan. Moi, je pense qu'il faut juste pas avoir un poil dans la main et que tout vient à un point à qui c'est vraiment travailler. Il n'y a pas de downside à énormément travailler dans le sens où aujourd'hui, si tu as moins de 25 ans, tu n'as rien à perdre. Si tu penses que tu as des choses à perdre à 25 ans, tu regarderas à 45 tout ce que tu peux. Et que factuellement, si tu veux une vie que les gens ont de différent, tu dois faire des actions différentes et ça doit passer par le fait de pas avoir un poil dans la main, quoi. Et pour revenir sur la santé, je pense que l'essentiel c'est de s'écouter, mais que ça doit être considéré comme un vrai levier long terme, ça doit toujours rester dans un coin de sa tête. Et que c'est encore une fois ce qu'on disait en début, il faut pas considérer que d'autres l'ont fait sans la santé, mais de voir ce que vous pourriez donner en étant en santé optimale. Est-ce que tu pourrais nous dire tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Si les Ouais, gens bien qui sûr. écoutent ce contenu, ils voudraient voir ce que tu proposes, quelle est donc la niche dans laquelle tu crées du contenu, même si bien Je sûr fais un les peu de gens qui vont contenu regarder ce partout. contenu, ben, ils savent déjà de quoi tu parles peut-être. Alors, Enzo Racine sur YouTube, LinkedIn et Instagram, on pourra me retrouver, Enzo RACN normalement. Je crée pas mal de contenu. Sans doute qu'on sera en collaboration sur cette vidéo. Tu sais, on peut mettre maintenant invité comme collaborateur. Yes, j'ai vu ça. Donc, on pourra retrouver ma chaîne. Et voilà, je poste régulièrement du contenu sur la vente. J'ai la formation la plus grande en francophonie, ou en Europe même, je crois, sur la vente dans le domaine du consulting. Il y a 10 heures de formation gratuite. Et voilà, On mettra ta vidéo aussi en description pour ceux qui sont intéressés d'aller la regarder. merci beaucoup. De mon côté, j'ai aussi commencé à la regarder, franchement, full valeur. La manière dont tu t'exprimes, c'est excellent. Et je vais encore devoir déléguer un peu de temps pour regarder jusqu'à la fin parce que c'est vraiment C'est long, qualitatif. ouais. Donc ceux qui veulent vraiment écouter, vous verrez combien est-ce que ce que vous allez y apprendre, ça peut littéralement changer le business que vous avez aujourd'hui. Alors moi, je suis en train, encore une fois, de mettre en place les différentes choses. Ouais, Mais bien c'est sûr. vrai que déjà en mettant en place certaines choses, je vois une différence. Ouais. Et c'est là où on retrouve le truc de si c'est gratuit, c'est parce que ça vous est donné, ça vous dispense pas de l'appliquer. Si vous l'appliquez, vous ferez plus de résultats que certaines formations payantes. C'est pas parce que vous payez pas que vous pouvez pas avoir de résultats. Merci à tous d'avoir été aujourd'hui dans ce podcast. On se retrouve la prochaine fois. C'était Théodore. Salut, ciao, ciao. Ciao.